Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en réponse à de nombreuses questions qui me sont très souvent demandées, à savoir comment réduire la charge du processeur de votre ordinateur sur Ableton Live. Alors c'est vrai qu'il n'a jamais connu des soucis de ralentissement hein, lors de la lecture de votre composition, où le curseur s'arrête pour insuffisance de ressources, ou le son qui craque, le buffer trop faible, bref, plein de galères. Alors, bien sûr, si vous avez un ordinateur dernier cri puissant, multicœur avec suffisamment de RAM, voire une carte son qui lui est dédiée, donc il est fort probable que ce tutoriel ne vous apportera pas grand-chose, hein, sauf bon, quelques petites astuces que vous pourrez glaner par-ci, par-là. Donc le but ici de cette vidéo, c'est vraiment de vous permettre en fait de comprendre ce qui fait que votre système ralentisse, quels choix vous pouvez faire pour optimiser au mieux votre travail et quels sacrifices vous pourrez faire sans limiter trop votre créativité. Alors avant de lancer Ableton Live, il y a des choses déjà qu'on peut faire pour se mettre dans les meilleures conditions de travail. Alors déjà, est-ce que votre ordinateur consomme du CPU? Je rappelle, le CPU c'est le Central Processing Unit, ou en français on l'appelle UCT, Unité Centrale de Traitement. C'est en gros, de façon très simplifiée, c'est lui qui va répartir les tâches à exécuter en fonction de ce que vous demandez à votre ordinateur de faire, tout simplement. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est voir ce que consomme l'ordi. Donc sur Mac, vous pouvez appuyer sur la touche commande et espace pour aller dans Spotlight, et vous écrivez moniteur, tiens, il se met tout seul, moniteur d'activité. Touc, je le lance, et ici, vous aurez, donc dans l'onglet processeur, vous verrez en quoi votre CPU est utilisé et sur quoi. Notamment, voilà, vous voyez que moi j'ai Ableton Live, hop, qui est chargé de l'autre côté, ici. Vous voyez, donc il y a une instance qui prend, lui, 62% de mon processeur. Donc ici, je vois, au niveau du système, il utilise 6,68%, et moi, par rapport à ce que je demande de faire avec mes applications ouvertes, voilà, ça varie, hein, je suis à 16,37, enfin 17%. Donc j'ai 78 d'inactif par rapport à la charge du processeur. Alors je crois que sur Windows, ça doit être dans le gestionnaire des tâches, à vérifier. Alors, le conseil ici aussi, deuxième conseil à donner, c'est donc de fermer les programmes et les applications qui sont inutiles. Pensez également à fermer, à désactiver aussi tout ce qui est notification concernant les réseaux sociaux. Pour info, il n'y a rien de pire qu'on vous contacte, on vous envoie une notification sur Facebook, Twitter, et puis là vous avez une idée en tête, et il n'y a rien de mieux pour la perdre. Alors, donc pensez donc à fermer les programmes inutiles, notamment voilà mon lecteur d'activité, il est toujours disponible, donc je le quitte. Tout ce qui est mail, par exemple, vous voyez, où il y a des petits points sur Mac, vous pouvez le désactiver. Sur, par exemple, hop, je peux quitter. Voilà, pour mail, je vais quitter. Donc c'est tout des petites choses, en fait, mais mis bout à bout, qui prennent de la ressource. Donc ici, là, j'ai mon ScreenFlow, donc je laisse puisqu'il me sert à enregistrer, et Ableton Live. Pour aller plus loin, on peut aussi, par exemple, désactiver tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, votre webcam, puisque ça bouffe également de la ressource. Pourquoi pas Internet d'ailleurs, si vous n'en avez pas besoin, ce qui permettra également aussi aux utilisateurs de Windows de désactiver l'antivirus qui est très gourmand aussi en CPU quand il se met en route. Autre chose aussi, pensez à vérifier l'espace disponible sur votre disque dur, celui qui sert d'écriture à votre projet. Il faut qu'il soit au moins à 10% au minimum disponible. N'oubliez pas que c'est lui qui gardera bien au chaud votre projet, donc si l'espace est trop faible, ça va ramer. Tiens, en parlant de RAM aussi, pensez à libérer la RAM de votre ordinateur, c'est tout ce qui est stocké dans la mémoire tampon, vous savez, quand vous faites des copier-coller, les historiques, tout ça. Donc l'idéal, c'est de redémarrer l'ordinateur pour repartir propre. Et avant de lancer Ableton Live, pensez aussi à vérifier le minimum requis pour faire fonctionner le logiciel. La RAM minimum, le processeur, l'espace disque, si c'est en 32 bits ou 64 bits, etc., etc. Alors maintenant, on peut lancer notre séquenceur préféré, à savoir ici Ableton Live. Voilà. Alors tout en haut à droite, ici, vous aurez un témoin d'activité
du processeur. D'ailleurs, une petite astuce, quand vous êtes en lecture, là je vais faire une lecture, j'ai fait justement un projet qui vaut ce qu'il est, c'est pas pour le côté musical, mais justement j'ai mis plusieurs instances de façon à déjà vous donner des explications sur le tuto, et aussi d'essayer de faire charger un peu plus le processeur, notamment ici avec Ozone, de façon à ce que j'ai un CPU qui est un petit peu plus chaud que d'habitude. Alors, si jamais vous avez un problème, notamment de freezage, comme on appelle, du son qui se bloque, soit par MIDI, soit avec un son qui va rester bloqué par rapport à un fichier audio ou un sample, ici, vous pouvez cliquer directement sur le CPU, là, et vous désactivez en fait toutes les fonctionnalités audio. Ok, et voilà, si je mets en lecture, hop, je clique, ça désactive tout l'audio. Ok, petite astuce sympathique. Alors, j'arrête le projet. Alors, comme je le disais en début de tuto, je vais vous donner en fait des astuces qui vous permettent de préserver en fait les performances du CPU, et vous pourrez faire des choix, des sacrifices en fonction de la puissance bien évidemment de votre équipement, et si et seulement si vous avez le CPU qui s'affole. D'accord? Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est aller dans les paramètres du système. Vous faites une commande virgule, hein, ou sinon vous allez les chercher ici, live préférences. Ok? Et là, dans l'onglet, on peut aller donc dans l'onglet audio, et là vous pouvez, en fonction bien évidemment de la carte son qui est sélectionnée, vous limitez, alors moi je suis déjà limité d'office à 44 Hz ou 48 Hz, mais pour travailler c'est très bien. Maintenant après, si vous avez une carte audio qui vous permet d'aller au-delà et que vous avez les performances qui vont avec au niveau de l'ordinateur, pourquoi pas, mais si vous avez un ordinateur qui est un peu plus limité avec une très bonne carte audio, limitez-vous à 44 Hz ou 48 Hz, ça fera très bien le job. Pas besoin d'aller plus haut. Au niveau du buffer, ici, ce qu'on appelle la taille de la mémoire tampon. Hein, donc ça c'est très important parce que c'est ici qu'on va gérer les flux audio, c'est-à-dire un certain nombre de fichiers audio qui seront lus par milliseconde. Et on retrouve bien évidemment deux problèmes avec un mauvais réglage du buffer. Soit on limite de trop le nombre de samples à traiter par milliseconde, ça risque de craquer lors de la lecture, générer des artefacts qui sont désagréables. Alors, je vais pas vous le... je vais essayer de le changer pour voir, mais j'espère que ça va pas faire planter l'enregistrement. Alors, je vais me mettre à 32 volontairement plutôt, et on va faire une lecture. C'est-à-dire qu'à un instant T, sur un certain nombre de millisecondes, je vais dire, tu peux pas prendre plus de 32 samples par milliseconde, et du coup le système il va un petit peu bugger et ça va générer des artefacts qui sont très désagréables. Alors là, comme je fais l'enregistrement audio, j'espère que ça va pas tout me faire planter. Et si je fais lecture, voilà, c'est tout simplement l'horreur. Alors ici, je vais revenir à 512, qui est mon réglage par défaut. Forcément, puisque le système, on lui demande tellement de lecture de samples par milliseconde, que là, si ça dépasse les 32, comme j'avais sélectionné, il va faire des choix, donc il va réduire la qualité, ça va être inaudible. Et l'autre cas aussi, c'est que si, à contrario, on met trop de samples, une quantité de samples trop importante, on va générer ce qu'on appelle de la latence. C'est-à-dire, on va avoir un décalage entre le moment où vous allez faire une action pour, par exemple, comme appuyer sur une note pour générer le son, et il va avoir un décalage entre le moment où vous appuyez et le moment où le son va sortir. Et c'est très désagréable, notamment si vous jouez en live. Donc le tout, c'est de trouver le bon compromis. On parle souvent d'une latence qui doit être située entre 8 et 30, parce que évidemment, plus il y a un rapport à un sample par rapport à la latence, donc plus je veux augmenter le sample, le nombre de samples, plus je veux augmenter la latence. Et du coup, il faut trouver le bon compromis, toujours en fonction de la puissance de votre ordinateur. On dit que ça serait bien qu'il soit situé entre 8 et 30 au niveau de la latence, parce qu'en dessous de 8, je pense pas que les doigts, sauf exception, soient assez rapides pour atteindre une telle vitesse, et au-dessus de 30, c'est là où on commence à sentir un petit décalage qui est désagréable.
On peut aller aussi dans les configs, ici d'entrée et sortie, et faire des choix. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'effectivement, j'ai déjà une instance qui est ouverte, mais vous pouvez faire le choix entre un double mono ou une stéréo. Ça ne sert à rien de sélectionner les deux. Donc faites des choix. Si je le fais, oui, bah là, je vais faire planter mon système, mais vous choisissez soit l'un ou soit l'autre. Encore une fois, si vous êtes limité au niveau du CPU. D'accord? Ça peut vous faire gagner un peu de CPU. Dans l'onglet justement CPU, activez le multicœur si votre ordinateur le permet, si votre processeur le permet. Ça permet justement de mieux répartir les tâches au sein des informations à gérer par l'ordi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut encore solliciter la charge du CPU? Tout ce qui est événements MIDI, c'est-à-dire les notes MIDI, les effets que vous pourrez ajouter sur des pistes, tout ce qui est automation, si vous en avez, je crois que j'en avais fait ici, voilà, il y a des automations, si vous avez un grand nombre de pistes, donc effectivement tout ça, ça va générer de la consommation au niveau du CPU. Donc on peut encore trouver des alternatives pour gagner du CPU, notamment avec l'option gel ou le freeze pour figer en fait les calculs qui ont déjà été effectués sur une piste ou sur un clip par le séquenceur. Ici, hein, vous faites un clic droit sur une piste, vous pouvez la geler, ou sur un clip et le geler. Ça veut dire on va figer sur un instant, comme ça, vous voyez, clic. Alors évidemment, ça c'est pas possible, mais je vous montrerai, justement, c'est un très bon cas, je vous montrerai pourquoi on ne peut pas le faire sur cette piste-là, mais je vais faire sur une autre piste ici, MIDI, clic, je fais un gel, et vous voyez que tout va se griser. Ça veut dire il garde en mémoire, voilà, tout est gardé en mémoire, hein, tous les réglages sont gardés, mais tout est figé. C'est-à-dire, on ne va pas demander sur cette piste, Ableton ne va pas les recalculer, tout ce qu'il a déjà calculé initialement. Ce qu'on appelle donc geler la piste. On peut le faire, donc clic droit, on peut dégeler la piste. On peut le faire sur plusieurs pistes. Je vous le montrerai, je peux vous le montrer juste maintenant. Donc là, ici, juste pour vous montrer la ressource du processeur utilisée en lecture. Vous voyez, je suis entre 46 et 47, et là je vais prendre par exemple ces pistes-là, réacteur, toc, et je vais faire un clic droit et je vais geler les pistes. Sur chacune, il y a plein de réglages différents, des EQ, des effets. Voilà, les calculs ont déjà été faits puisque j'ai déjà mis en lecture depuis longtemps. Et là, si je fais lecture, vous voyez, j'ai gagné plus de 10%, donc c'est relativement intéressant. Alors après, je fais un clic droit, ça me permet, donc par contre, quand c'est figé, vous ne pouvez plus toucher, vous pouvez plus, l'option est grisée, vous ne pouvez plus faire aucun autre réglage, mais par contre, vous pouvez clic droit à tout moment et dégeler la piste, et là, vous pouvez revenir pour faire des réglages. Ça, c'est super intéressant. Alors, une autre option également, c'est que une fois que vous avez, par exemple, figé, gelé une piste, vous pouvez faire un clic droit et écraser la piste. Alors là, vous allez transformer votre piste MIDI en piste audio. Et du coup, tous les réglages que vous avez pu faire d'effets, d'automation, tout ce que vous avez utilisé en automation, en réglage d'effets sur votre piste, sera transformé en un seul et même fichier audio. Donc du coup, on s'affranchit de tous ces réglages MIDI, effets, automation, en une seule piste ou en un seul clip audio. Et ça, c'est assez intéressant. Par contre, une fois que vous avez écrasé, vous avez dégelé, enfin vous avez gelé et vous avez écrasé, après, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Sauf avec un undo, CTRL Z, parce que c'est la dernière manip que je viens de faire. Mais imaginons vous travaillez sur, vous créez d'autres pistes, une fois que votre piste audio a été écrasée, enfin gelé et écrasé, plus possible de revenir en arrière, sauf si vous avez gardé votre piste MIDI initiale, mais bon, après ça c'est un autre sujet. Alors, le cas particulier justement du sidechain. Ici, vous voyez que j'ai mis un sidechain.
avec l'effet de pompe du compresseur, comme vous connaissez certainement. Et là, le problème, c'est que si vous voulez le faire, vous voulez faire un clic droit et geler la piste, et ben on vous dit bah non, parce que cette piste, elle est routée justement sur le kick, ici, sur le kick, sur l'autre piste kick, donc du coup, on ne peut pas geler la piste et encore moins l'écraser. Alors l'astuce, c'est justement, c'est par exemple d'aller, vous mettez votre compresseur à côté, avec son réglage. Ici, vous faites un clic droit, vous gelez votre piste. Toc. Et après, vous pouvez aller récupérer votre compresseur et le remettre. Enfin, oui, il faut le geler, il faut l'écraser. Toc. Voilà. Et après, vous allez reprendre votre compresseur et vous allez le remettre dessus. Et du coup, vous retrouvez... Voilà, c'est l'astuce qui vous permet de contourner le problème justement du gel et de l'écrasement. Ok. Alors, je vais revenir en arrière quand même sur... voilà, je fais un undo. Undo. Voilà, on revient sur la position initiale. Toc, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, au niveau des astuces, si vous avez des effets à mettre en commun, ici par exemple notamment un réglage de reverb ou de delay, et ben au lieu de mettre, si vous avez un réglage à faire avec une ambiance de reverb que vous voulez appliquer sur, je sais pas, 2 ou 3 pistes, ben mettez votre effet sur une piste de retour, au lieu de le mettre 4 fois sur une piste dans votre espace de travail. Là, vous réglez une fois, vous mettez une reverb, et là, vous l'envoyez avec plus ou moins d'intensité sur telle ou telle piste. Comme ça, vous utilisez un seul effet au lieu de 4 pour le même résultat. À compter, bien évidemment, que vos réglages soient les mêmes. Il n'y a que l'intensité que vous pouvez, le dry wet en fait, que vous pouvez envoyer dans telle ou telle piste. Il y a aussi l'option qui est intéressante de resample. Imaginons, c'est un peu comme si vous alliez geler une piste, enfin la geler et l'écraser. Imaginons, je veux par exemple, voilà, j'ai cette instance-là avec cette instance-là, ou alors que par exemple, voilà, les deux cuivres, je crois que c'est ça. Non, c'est les violons. Voilà, j'ai, admettons, vous voyez, j'ai plusieurs effets, imaginons j'ai des automations, et ben je veux capturer en fait sur une piste audio ces deux pistes-là. Et ben ici je vais capturer une piste audio, je vais me mettre en resampling. Ça veut dire que l'option resampling, elle va permettre de capturer le signal audio du master sur une piste en provenance de une ou d'autres pistes, tout simplement. Donc là, je me mets ici, si je fais lecture, il ne se passe rien. Je me mets en monitor in. Hop, toc, j'active l'enregistrement. Même pas de monitor in, c'est surtout, j'active ici le bouton d'enregistrement. Et là, j'ai deux pistes solo et je vais capturer en fait tout ce qui concerne ces deux pistes en une seule. Voilà, en enregistrement. Bref, je ne vais pas jusqu'au bout. Et là, vous voyez, quand je me remets en lecture seule, hop, j'ai les deux pistes en une. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire avec autant de pistes que vous souhaitez. Ça, c'est très intéressant. Donc, le resampling. Ça vous fait encore gagner tout ce qui est réglage MIDI, effets, automation, etc. Alors, autre chose qu'on peut faire également, qui peut être intéressant, c'est on peut placer les plugins d'effets sur des pistes séparées ou en parallèle afin d'alléger, encore une fois, le CPU. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que sur chaque piste a une partie du processeur qui lui est allouée. Ça veut dire que si vous utilisez par exemple un plugin plus une suite d'effets dans un rack, et ben, le traitement sera moins efficace que si le plugin est sur une piste et l'effet sur une autre. On aura une meilleure répartition des charges de traitement. Par exemple ici, voilà, je vais reprendre, voilà, là j'ai le compresseur, voilà. Imaginons là j'ai isotope, je crois que c'est trash, voilà, j'ai un effet, ok, je vais le mettre à part.
Voilà, j'ai mon réglage d'effet. Je vais envoyer ma piste silent, l'audio, je vais l'envoyer vers la piste 8, ok, ici. Et lui, je vais activer le moniteur et alors, je vais mettre en solo. Voilà, comme ça j'ai mon effet qui est sur une piste, qui est relié à cette piste principale. Si au niveau visuel vous voulez pas vous tromper, vous sélectionnez les deux, commande G pour faire un groupe, et du coup, ben voilà, vous avez tout en un. Vous savez que cette piste-là est routée à celle-ci, et du coup, pas de problème. Ok, alors je fais commande Z, je reviens en arrière, pour revenir à mon réglage initial. Toc, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est également aussi réduire la polyphonie des instruments virtuels, hein, c'est-à-dire le nombre de voix. Alors, si, par exemple, je sais pas, vous avez votre instrument à régler sur 4 notes, hein, le nombre de voix, c'est le nombre, la polyphonie, c'est le nombre de notes que vous pouvez jouer en même temps sur un instant T. Donc, si par exemple, il est mis sur 4 ou sur 8 et que vous n'en utilisez qu'au maximum 2 ou 3 en même temps, bah, autant le mettre sur 2 ou 3, pas sur 4. Effectivement, ça va réduire encore les ressources. Désactivez aussi la fonction spread que vous pouvez retrouver sur certains instruments, notamment par exemple sur le Simpler, je crois. Alors, ici sur le Simpler, où c'était ça, contre le... Voilà, le spread, hein, ici, parce que cette fonction, ce spread, en fait, il va générer deux voix désaccordées par rapport à une note jouée. Donc, plus de traitement. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous le mettez sur off ou sur 0. D'accord ? Il y a sur le Simpler, je suppose qu'il y a sur le Sampler aussi. Filter. Ah, voilà, le spread ici. Et vous l'avez également, je crois, sur l'opérateur. Voilà, l'opérateur aussi, d'accord? Donc si vous ne l'utilisez pas et qu'il est activé, ben, vous pouvez le désactiver, ça fera gagner encore des voix, donc du CPU. Pensez également aussi à désactiver tout ce qui est filtre et LFO. Par exemple, imaginons là, vous avez un LFO d'activer pour aller soit sur l'oscillateur ou sur le fil. Si par exemple tout est désactivé, ben, vous voyez, je vais jouer une note. Et là, je désactive, ça ne change rien, puisque le LFO n'est pas assigné à aucun des oscillateurs ni au filtre. Donc du coup, bah, s'il n'est pas utilisé, pensez à le désactiver. Ça, parce que le LFO, c'est un Low Frequency Oscillator, c'est un petit oscillateur cyclique qui tourne, et c'est transparent pour vous, mais ça génère aussi un petit peu de CPU. Alors encore une fois, petit à petit, si on dégroupe tout ça, bah, du coup, on gagne vachement de CPU. Pareil pour les filtres, hein, s'ils ne sont pas utilisés, bah, désactivez-le. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, au niveau du warp, là, par exemple sur le Simpler, je vais prendre peut-être un instrument, ça sera plus parlant. Alors je sais pas si... Voilà. Vous avez la fonction warp. Donc si jamais vous utilisez par exemple le Simpler, mais que vous n'avez pas besoin de jouer sur plusieurs notes, que vous l'utilisez juste en lecture seule, et ben ça ne sert à rien d'activer le warp. Hein, quand il est activé, ça prend de la ressource. Et si vous activez le warp avec un algorithme comme Complex ou Complex Pro, ça prendra encore beaucoup de ressources. Choisissez un autre algorithme de façon à encore économiser du CPU. Une astuce également, c'est que voilà, si par exemple vous utilisez, vous avez besoin d'utiliser le warp en Complex ou Complex Pro, et ben utilisez-le, et une fois que Ableton a fait ses calculs, vous faites sur votre piste un clic droit, gelez la piste écrasée, et du coup vous repartez avec une piste audio nickel, qui est déjà warpée, et vous n'aurez plus besoin d'utiliser la fonction warp, puisqu'il sera déjà bien calé. Ok. Après, vous avez ici, alors il faudrait que je prenne un sample. Alors, toc, on va supprimer cette piste. Je vais prendre un sample tout simple. Tuc. Quand vous double-cliquez, vous voyez qu'ici il y a la fonction IQ pour la haute qualité.
Ça améliore en fait la conversion du taux d'échantillonnage lors de la transposition de vos fichiers audio. Donc si vous n'avez pas, encore une fois ici, besoin de jouer à différentes hauteurs, c'est-à-dire avec plusieurs notes qui seraient transposées, pas besoin d'activer le mode IHQ, puisque vous n'en aurez pas besoin, puisqu'il améliore juste le taux d'échantillonnage, la conversion du taux d'échantillonnage lorsqu'on souhaite transposer le fichier. Ok. Et pensez également, quand vous êtes sur des fichiers, ici quand vous utilisez des EQ ou des analyseurs de spectre, par exemple comme ceci, hein, alors déjà ici au niveau de l'EQ, là je vais mettre en solo, toc. Vous voyez, on a la vue spectrale. Donc déjà, une fois que vous avez utilisé votre analyseur de spectre, vous pouvez le désactiver si vous n'en avez plus besoin, le réduire. Ici, vous pouvez désactiver la fonction d'écoute et désactiver le visuel. Ok. Et encore mieux aussi, souvent quand on est en train de bidouiller des petits sons, on rajoute plein d'effets ou d'EQ et qu'on ne va pas forcément utiliser. Donc si par exemple c'est pour mettre un effet, par exemple vous mettez un effet, vous mettez son dry wet à 0, c'est-à-dire il n'a pas d'utilité, bah, désactivez-le au lieu de le laisser activer, ou supprimez-le complètement, ça vous fera encore économiser de la ressource. Enfin bref, là on a vu quand même pas mal de choses, donc en conclusion, bah, le but ici c'est pas bien évidemment de tout supprimer ou de se restreindre à outrance. Il faut faire des choix en fait en fonction de la puissance de votre ordinateur. Alors personnellement j'ai un iMac de plus de 6 ans avec un processeur i5, plusieurs cœurs et une carte audio USB à moins de 100 €, une Presonus Audio Box. J'ai jamais eu de problème de latence ni de craquement audio. Donc si vous êtes limité par rapport à votre configuration, ben, faites des choix, en fait les choix les moins pénalisants pour votre travail, en attendant d'avoir un peu plus d'argent à consacrer à votre matos, par exemple pour acheter une carte son dédiée ou plus de RAM ou un ordinateur plus puissant. Voilà, bah j'espère que ces petites astuces auront pu vous aider à optimiser au mieux votre configuration de travail, votre workflow, et je vous donne rendez-vous pour de prochains tutos. Allez, ciao ciao!